Chapitre 19. La fille du batelier. Le voyage se déroulait tranquillement. La plupart du temps, personne ne pipait mot. J'avais des tas de choses à raconter à Alice, mais elle ne voulait pas le faire en présence du batelier. Notre travail d'épouvanteur ne le concernait pas, et je savais que mon maître m'aurait approuvé. Mieux valait garder ces histoires-là pour nous. J'avais déjà pu constater que M. Gilbert était un homme taciturne, et je n'attendais guère qu'il nous fasse la conversation. Cependant, quand les tours du château et les clochers des églises furent en vue, il se montra soudain très bavard. « As-tu des frères, Tom » me demanda-t-il. « Oui, j'en ai 6. L'aîné, Jack, a repris la ferme familiale. Il s'en occupe avec James, le deuxième, qui est aussi forgeron. Et les autres ? Ils vivent un peu partout dans le comté et font différents métiers. Sont-ils plus âgés que toi ? Eh oui, tous les 6, dis-je en riant. Suis-je bête ? Évidemment. Tu es le 7e fils d'un 7e fils, le dernier à partir en apprentissage, et le seul qui soit doué pour le métier d'épouvanteur. Est-ce que ta famille te manque, Tom ? L'émotion me prit par surprise, et je ne répondis pas tout de suite. Je sentis la main d'Alice se poser sur mon bras réconfortante. Bien sûr, mes frères me manquaient, d'autant que mon père était mort l'année dernière, et que ma mère était repartie dans son pays pour y combattre l'obscur. Je me sentis soudain très seul. « Je comprends ta tristesse, Tom, » reprit M. Gilbert. « Ça compte beaucoup, la famille, et rien ne remplace les disparus. C'est bon d'être avec les siens, de travailler avec eux, comme j'ai de la chance de le faire. J'ai une fille loyale qui vient m'aider chaque fois que j'ai besoin d'elle. » Soudain, je frissonnais. Le soleil qui brillait au-dessus des arbres quelques instants plus tôt avait disparu. Le crépuscule tombait, et des lambeaux de brume se mirent à ramper autour de nous. Nous entrâmes dans la ville, et les hauts bâtiments carrés qui s'élevaient de chaque côté du canal nous dominaient tels des géants. Seul le claquement des sabots troublait le silence. À cet endroit, le canal était beaucoup plus large. Des embarcations étaient amarrées à ses quais. Mais on ne voyait pas signe de vie. Notre barge s'arrêta. M. Gilbert se redressa et nous toisa, Alice et moi. Bien que son visage fût dans l'ombre, je crus y lire une expression malveillante. Je cherchais sa fille du regard. Elle était penchée vers le cheval de tête et semblait lui chuchoter quelque chose à l'oreille. M. Gilbert soupira. « Ah, cette fille, elle aime trop nos bons gros chevaux. Elle ne se lasse jamais d'eux. »« Oh, fillette !» lança-t-il d'une voix forte. « On n'a pas le temps pour ça maintenant. Attends un peu. » Presque aussitôt, les chevaux reprirent leur marche, et la barge se remit à avancer. Le batelier se dirigea vers l'avant et s'assit de nouveau. Alice me souffla. « Je n'aime pas ça, Tom. Quelque chose va de travers, je le sens. » Au même instant, je perçus un battement d'ailes, quelque part dans l'obscurité, au-dessus de nos têtes, suivi par un cri rauque. « Quel est cet oiseau, Alice ?» demandai-je. « J'ai entendu un cri semblable récemment. »« C'est un vultras. Le vieux Grégory ne t'en a jamais parlé ?» J'ai dû admettre que non. « C'est pourtant une créature que tout épouvanteur doit connaître, c'est un oiseau de nuit. Certains prétendent que les sorcières prennent parfois cette apparence, mais c'est une ineptie. La vérité, c'est qu'elles les utilisent comme animaux familiers. En échange d'un peu de sang, le vultras devient leurs yeux et leurs oreilles. Eh bien, j'en ai entendu un pendant que je cherchais Morwen. Crois-tu qu'il lui appartienne ? Si c'est le cas, elle doit être dans les parages. Peut-être se déplace-t-elle plus vite que je le pensais. Si ça se trouve, elle nous suit en nageant sous l'eau. » Le canal se rétrécissait de nouveau. Les constructions formaient 2 hauts murs de chaque côté, comme si elles voulaient occulter le ciel. C'étaient d'énormes entrepôts, probablement fort animés dans la journée, mais déserts et silencieux à cette heure. De temps à autre, la lumière d'une lanterne se reflétait dans l'eau, puis nous traversions de longues flaques d'obscurité qui me flanquaient la chair de poule. J'étais d'accord avec Alice. Je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus, mais quelque chose ici ne tournait pas rond. J'aperçus une sombre arche de pierre que je pris d'abord pour un pont. C'était en réalité l'entrée d'un vaste entrepôt dans lequel le canal pénétrait directement. Tandis que nous glissions dessous, les chevaux ralentirent. Je remarquai que le bâtiment était rempli de hauts tas d'ardoises, probablement apportés par barge depuis les carrières du nord. Sur le quai de bois s'alignaient de nombreux bites d'amarrage, et 5 énormes poteaux, dont l'extrémité disparaissait dans l'obscurité, soutenaient le toit. À chacun d'eux était accrochée une lanterne, si bien que le quai baignait dans une lumière jaunâtre. Au-delà s'étendaient les noires entrailles de l'entrepôt. Le batelier s'approcha de la trappe la plus proche et la souleva. Je remarquai alors qu'elle n'était pas cadenassée. Pourtant, M. Gilbert m'avait dit précédemment combien il était important de protéger la cargaison. Je découvris avec étonnement que la cale était éclairée. 2 hommes y étaient assis sur une pile d'ardoises, une lanterne à la main.
et ce que j'aperçus à leurs pieds me plongea dans un puits d'horreur et de désespoir. C'était un cadavre aux yeux révulsés, dont la gorge ouverte me rappela la blessure mortelle que Morwen avait infligée au pauvre Croc. Mais, plus que la cruauté du meurtre, c'était l'identité de la victime qui me terrifia. Ce mort était Monsieur Gilbert. Je me tournai vers la créature qui avait pris l'apparence de batelier. Si Monsieur Gilbert est mort, vous devez être... Appelle-moi comme tu voudras, Tom. On me donne bien des noms, aucun ne correspond à ma véritable nature. Mes ennemis me présentent sous un faux jour, ils m'appellent le malin. Il pourrait aussi bien me nommer l'ami, si tu me connaissais mieux. Il parlait, je sentais mes forces quitter mon corps. Je voulus saisir mon bâton, ma main ne m'obéissait plus. Avant que tout s'obscurcisse autour de moi, j'eus une rapide vision du visage épouvanté d'Alice. Je l'entendis gémir de terreur, et cela me glaça jusqu'aux os. Alice était forte, Alice était brave. Si elle émettait cette plainte inarticulée, c'est que nous étions perdus. En revenant à moi, je crus remonter des profondeurs d'un océan de ténèbres. J'entendis d'abord des sons, des hennissements de détresse, le rire gras d'un homme. La mémoire me revint, et la panique m'envahit. Je luttai désespérément pour me redresser. Je finis par abandonner en comprenant ce qui s'était passé. Je n'étais plus sur la barge, mais assis sur le quai de bois, ficelé solidement à l'un des poteaux qui soutenaient le toit, les jambes parallèles au canal. Par sa seule volonté, le malin m'avait plongé dans l'inconscience. Pire encore, les forces sur lesquelles nous avions appris à nous appuyer nous avaient fait défaut. Alice n'avait rien senti venir. Le pouvoir de septième fils d'un septième fils s'était révélé inopérant. Le temps lui-même s'était écoulé de façon anormale. Le soleil brillait haut dans le ciel et les clochers apparaissaient à l'horizon. L'instant d'après, il faisait nuit et nous étions entre les murs de la cité. Comment espérer vaincre un être aussi puissant? La barge était toujours amarrée. Les deux hommes que j'avais vus dans la cale, un long couteau passé dans leur ceinture, étaient assis au bord du quai et balançaient leurs grosses bottes cloutées au-dessus de l'eau. Les chevaux dételés étaient allongés. La fille avait passé son bras autour du cou du plus proche. Je me demandais si elle l'encourageait à se relever. Les bêtes étaient-elles malades? Puis je remarquai que les chevaux de la fille avaient changé de couleur. Ils étaient noirs. Comment était-ce possible? Si je n'avais pas eu l'esprit aussi embrouillé, j'aurais compris plus tôt. Ce ne fut que lorsqu'elle laissa le cheval pour venir vers moi, sur ses pieds nus, que je commençai à saisir. Elle marchait avec précaution, ses mains en coupe emplies d'un liquide sombre, sa bouche était barbouillée de rouge. Elle s'était abreuvée du sang du pauvre animal. Elle avait dû le faire une première fois, quand la barge s'était arrêtée au cours de route. C'était Morwen. Sans doute quel sinistre enchantement nous avait-il trompés sur la couleur de sa chevelure. Pas étonnant qu'elle soit restée le dos tourné pendant tout le voyage. Je voyais à présent sa face hideuse, son nez dépourvu de chair, son œil gauche fermé. Une ombre passa sur moi et je me tassai contre le poteau. Je sentis dans mon dos la présence du malin. Il resta en dehors de mon champ de vision, mais sa voix me pénétra comme une lame glacée, et mon cœur se mit à battre à grands coups désordonnés. « Je dois te laisser, Tom. Un autre travail m'attend. Ma fille, Morwen, prendra soin de toi. Tu es entre ses mains à présent. » Et soudain, il ne fut plus là. Quelle tâche pouvait bien l'appeler au loin, à l'instant où j'étais à sa merci? La fille du diable me fixait avec une expression cruelle. J'entendis un claquement d'ailes, et un gros oiseau très laid se posa sur son épaule. Elle leva ses mains en coupe et y plongea le bec à plusieurs reprises, puisant sa part du sang des chevaux. Ayant étanché sa soif, le vultras poussa son affreux cri, déploya ses larges ailes et s'envola. Morwen s'agenouilla, posant sur le bois du quai ses paumes rougies, si près qu'elle aurait pu me toucher en étendant la main. Je m'efforçai de respirer lentement, mais mon cœur s'affolait dans ma poitrine. Elle me dévisagea de son œil reptilien, se pourlécha les lèvres de sa langue pointue. Puis elle parla. « Tu es là, si calme, si tranquille. Pourtant, la bravoure ne sert plus à rien. Tu es ici pour mourir, et cette fois, tu n'échapperas pas à ton destin. » Elle découvrit ses horribles canines verdâtres, et son haleine aigre m'emplit les narines. Une nausée me contracta l'estomac. Elle parlait d'une voix sifflante, tel le chuintement de l'eau tombant sur des braises. Et la fin de ses phrases se perdait dans un gargouillis marécageux. Elle avança légèrement la tête, son œil droit fixé sur mon cou. Je crus qu'elle allait me déchirer la gorge d'un coup de dent. D'un mouvement involontaire, je me plaquai plus fort contre le poteau, ce qui la fit sourire. Son œil plongea dans le mien. « J'ai bu jusqu'à plus soif. Je te laisse vivre encore un peu. Respire et regarde ce qui se passe autour de toi. » Je m'appliquai à contrôler ma peur, la pire ennemie d'un épouvanteur quand il affronte l'obscur. Morwen semblait d'humeur causante.
autant en profiter pour obtenir des informations qui pourraient s'avérer utiles. J'étais dans de sales draps, mais je m'étais déjà trouvé dans des situations où mes chances de survie paraissaient bien minces. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, comme aimait à le répéter mon père, et je partageais cette conviction. Qu'allez-vous faire demandai-je. Anéantir les ennemis de mon père. John Gregory et son apprenti vont mourir tous les deux cette nuit. Mon maître? Il est ici? Était-il enfermé dans l'autre cale? La sorcière secoua la tête. Il est en route, à l'instant nous parlons. Mon père lui a envoyé une lettre pour l'attirer à cet endroit, comme il l'a fait pour toi. C'est un appel au secours que tu as signé de ton nom, croit-il, et il marche à grands pas vers son destin. Où est Alice? En sécurité, dans la cale, siffla Morwen, l'arête saillante de son nez à quelques pouces de mon visage. Mais toi, tu es l'appât qui va mener ton maître à la mort. Ces derniers mots ressemblaient à un coassement d'une grenouille montant d'un marais stagnant. Sortant alors de sa manche un mouchoir crasseux, elle me bâillonna. Puis elle releva la tête et renifla à plusieurs reprises. « Il n'est plus très loin !» lança-t-elle à ses deux complices, qui reculèrent pour se dissimuler dans l'ombre de l'entrepôt. Je m'attendais à ce qu'elle les rejoigne. Or, à ma grande consternation, je la vis gagner la berge, se laissant glisser dans le canal et disparaître. L'épouvanteur était fort, habile à manier le bâton. À moins d'être pris en traite, il était tout à fait capable de tenir en respect deux hommes armés. Mais si la sorcière surgissait de l'eau pendant qu'ils se battaient, il serait en grand danger.